On va démarrer avec cette deuxième session. Donc, je suis Marc Christie, enseignant-chercheur à l'IRISA, un laboratoire d'informatique à quelques centaines de mètres d'ici. Et l'idée de cette deuxième session, c'était de plonger un peu plus dans le détail des éléments techniques liés aux IA génératives, c'est-à-dire comment elles fonctionnent. On ne va pas forcément descendre de façon très pointue, mais c'était donner des intuitions sur le fonctionnement de ces techniques au travers de deux domaines applicatifs. Un domaine applicatif qui est lié à la génération d'animation et un domaine applicatif qui est lié au domaine musical. L'objectif aussi pour nous, c'était de voir de quelle manière l'avance, il y a une certaine avance dans le domaine de la génération musicale, il y a une certaine avance de par la capacité des algorithmes à travailler avec les créatifs. Et en fait, nous, ce qu'on va chercher à interroger durant cette séquence, c'est comment finalement cette co-création entre l'artiste et l'intelligence artificielle peut aussi se transposer de façon intelligente à la partie image, enfin génération d'images. Donc pour soi, on va recevoir deux éminents spécialistes du domaine. Donc Gulva Roll tout d'abord, qui est enseignante chercheuse à l'école des ponts Paris Tech. Donc elle a fait sa thèse à l'INRIA avec Cordelia Schmidt et Yvan Lapteff, qui sont deux très grands chercheurs français et internationaux reconnus dans le domaine du computer vision. Voilà, Gul s'est intéressé à pas mal de problématiques, en particulier l'audio-description, des problématiques autour également de la reconnaissance de gestes pour le langage des signes et puis de la génération d'humains virtuels. Je sais que tu es aussi chair de la conférence ECCV. Donc ECCV, c'est une des conférences majeures du domaine du computer vision, European Conference on Computer Vision, et c'est 8500 articles scientifiques qui ont été soumis cette année. Donc tu es en charge de chapeauter ça. Merci d'avoir pris du temps d'être là aujourd'hui pour partager tes lumières avec nous. Merci d'avoir m'invité. Et tout d'abord, désolée de mon français. C'est rare que je fais ces exposés en français, donc plutôt franglais du coup. Je vais essayer de trouver les termes, mais voilà. Donc on verra si c'est bon. Donc c'est 25 minutes, à peu près 11h30. On verra. Je suis chercheur en vision par ordinateur, donc on a déjà dit plusieurs domaines. Je voulais juste montrer avant de passer par la partie que je suis intéressée pour aujourd'hui, c'est les mouvements humains en 3D. Mais je fais pas mal de 2D aussi, avec les vidéos surtout, autour des humains en général, langage des signes, ou bien, oui, audio description. Donc pour cette audience, j'ai pas besoin de motiver pourquoi on a besoin de générer le mouvement 3D, etc. Donc c'est rare que j'ai pas besoin de ça, mais je vais quand même vous montrer une scène d'un film Spider-Man où il y a des mouvements assez complexes, à la fois pas réalistiques, à la fois difficiles pour un acteur de réaliser. Donc comment ça marche pour générer ces scènes? Ça peut être un acrobate, quelqu'un qui a un vêtement spécifique, ce qu'on appelle motion capture suit. Et puis ça peut être plusieurs sensors, des caméras, des backgrounds en bleu. Même, donc ça, c'est aussi, ça peut être dans un studio pour une partie, et puis sur un logiciel en 3D. Donc tout ça, ça fait partie d'une seule scène. Et puis on les met tous ensemble pour générer les pixels. Donc tout est synthétique presque, avec la partie qui était capturée par un humain réel. Et puis il y a aussi, je suis sûre que vous êtes plus familier que moi, la partie manuelle où on modifie pour animer les caractères. Donc ça pourrait être pour les films, pour les humains, ce genre de capteurs, mais ça peut être pour les animaux et puis les autres caractères dans les films où on utilise les humains pour capturer. Ou bien dans les jeux de vidéo, on a aussi le même problème, comment générer ces mouvements. Ça peut être dans le studio ou plus en plus dans l'industrie AR, réalité augmented reality ou virtual reality, où on est intéressé d'avoir les interactions avec les humains, spécialement pour les gestes, les mains qu'on a
à partir de les casques, etc., qu'on les capture, mais pas le reste du corps. Donc, on veut générer réalistiquement le reste du corps et remplir le monde virtuel ou bien augmented avec les caractères. Donc, tout ça, c'était pour dire que c'est important d'avoir les mouvements humains. Mais d'un point de vue un peu la recherche, c'est un peu complexe de mettre les personnes dans le studio et puis de mettre leurs marqueurs et puis toutes les caméras qui sont autour d'eux. Ça, c'est un exemple de Max Planck Institute en Allemagne, que je suis aussi affiliée avec. Là, il y a des ingénieurs 24 heures sur 7 et les gens qui viennent pour être capturés aussi. Et ça limite un peu le montant de données qu'on peut avoir. Ça peut pas être milliers des heures si on peut passer, même si on peut passer toute la journée là-bas, ça va pas dépasser 20 heures, une dizaine d'heures par jour. C'est pas quelque chose qu'on peut pas réaliser non plus. Donc c'était la partie capture. Et puis la partie modélisation des corps des humains. Il y a pas mal de recherches aussi sur ce sujet. Je voulais juste vous montrer un des plus populaire à droite qui s'appelle Simple, SMPL, qui est inutile. C'est déjà dans les plusieurs logiciels Maya, Blender, etc. Utilisable facilement. C'est pour ça que c'est partiellement impopulaire. Ça date pas très récemment, mais c'est utilisé beaucoup dans la recherche ou dans l'industrie. Et ça marche par décomposer le mouvement, le pose, la forme de corps en deux parties. Donc la partie pose, ce qui est la rotation des joints, et la partie shape, donc c'est l'identité une grande personne ou une petite personne, etc. Et puis avec ces deux paramètres qui sont pas trop, qui sont faciles à utiliser, manipuler, et puis efficaces aussi pour générer le 3D, donc le corps, au lieu d'avoir le skeleton qui sont un peu plus sparses, pas aussi expressifs. Je vais vous montrer comment ça marche. On commence par un template qui est fait à la main par une artiste, et puis on apprend comment le changer en fonction de l'identité, et puis en fonction de pose, puis pour appliquer la multiplication pour faire la rotation, pour générer le 3D. Donc c'est une fonction assez simple, puis linéaire, on aime bien à la recherche, donc c'est simple. Donc tout ça, c'était le background, l'introduction un peu, pour arriver au point où je vous définis mon objectif. Notre objectif dans la recherche, c'est de mettre en plus proche le sémantique et le mouvement. Donc qu'est-ce que je veux dire? De pouvoir générer le mouvement humain à partir de textes ou bien des catégories dans ce cas-là, dans une manière contrôlable. Donc ça peut être kicking et puis on génère 2-3 secondes de cette action. Ça peut être une phrase, un texte libre, on peut taper n'importe quoi. Idéalement, on veut être capable de taper un texte aussi long que ça. A person raises the right leg and performs a slow side kick. Donc, on n'est pas là aujourd'hui dans l'état de l'art. On ne peut pas vraiment... je pense que les modèles qu'on a aujourd'hui, ils font peut-être 2-3 maximum mots par le texte qui font attention. Le reste, c'est hallucination. Je vais montrer quelques tâches plutôt pour vous montrer l'entrée et sortie et l'état qu'on est aujourd'hui, avec les limitations. Et dans ce slide-là, je fais un sommaire de tout dont je vais parler. Les 5 premiers sont des tâches génératives. Le dernier, c'est un peu plus particulier, c'est de la récupération, donc la recherche de mouvements par texte. Donc, tout d'abord, le premier, l'entrée, c'est dans ce cas-là, c'est le mot pick-up. Ce qui est une catégorie, donc on en a plusieurs prédéfinis et on prend un, donc pick-up, et on génère le mouvement dans 3 secondes. On peut définir la durée aussi. Le deuxième, c'est comme j'ai montré, c'est le texte libre comme entrée.
et human walking in a circle clockwise, et puis on génère le mouvement qui correspond. On va être habitué à ça. Les deux prochaines, donc compositionnalité temporelle et spatiale, sont un peu plus spécifiques. On est intéressé par générer les séquences un après l'autre. Donc je vais vous lire pendant que je montre la vidéo, parce que c'est un peu vite. Là, l'entrée, c'est une séquence de texte, c'est pas un seul texte. Par exemple, hold golf club, swing golf club, jog forward, kneel down. Là, on veut des transitions lisses et on veut générer une durée infinie, idéalement. Donc, la deuxième compositionnalité spatiale, c'est-à-dire les actions simultanées. Donc là, l'ordre, c'est pas intéressant. On veut, par exemple, comme entrée, dire « put hands on the waist, move torso right ». Et puis, le caractère, il fait les deux en même temps. Alors, dans le cinquième, on a fait ces deux dans un framework un peu plus général. On peut contrôler avec un timeline. Ça peut contenir les actions un après l'autre, en même temps aussi, avec les durées, les points qu'on commence à faire l'action, définis par le contrôle. Donc, à ce point-là, on commence le jump. Entre les deux, walking forward et jump, on peut raise the hands. Donc, je vais montrer les résultats un petit peu plus, mais c'est juste pour dire les tâches quand je veux dire controllable human motion. Et le dernier, c'est pas génération. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait récemment, c'est la recherche. Donc, il y a un démo si vous voulez essayer en ligne sur mon page web. Vous pouvez taper Human walks up the stairs et puis vous trouvez les 4 premiers ou 8 premiers qui sont pertinents. Donc, c'est comme la recherche de Google, mais pour les mouvements qui existent déjà. Donc, ce ne sont pas générés, ils ont déjà les mouvements réels. Mais c'est une manière de organiser les mouvements qu'on a déjà collectés peut-être. C'est une manière de automatiquement annoter une partie des données. Ou bien, quand la génération, ça ne marche pas très bien, ça peut être une alternative à la génération. On peut utiliser comme une initialisation et puis on peut éditer manuellement. Donc, c'est plus intéressant si on est intéressé par la physique, le réalisme par rapport à la physique, parce que tout ce qui est généré, il n'y a pas de garantie que les pieds seront sur sol. Voilà, donc chacun de ces travaux, ils correspondent à des publications scientifiques. Ils datent à partir de 2021. Donc, tout ce qui s'est passé, c'était les 2-3 ans en fait, 2 doctorants. Au final, le premier, il soutient dans 2 jours. Ça correspond à une thèse de 3 ans en France. Alors, je ne vais pas vous montrer beaucoup de détails techniques, mais je vais essayer de vous montrer un overview de comment ça marche, tout ça. Le premier, comme j'avais dit, c'est même si on voit un mot, sidekick comme entrée, et puis on génère un mouvement, ce que la machine voit, ce n'est pas vraiment le texte, c'est les catégories, donc le numéro 13 parmi les 13. Donc, pour cela, c'est limité par les nombres de catégories. On a déjà défini, on a collecté des données qui correspondent à chaque action. Et puis, on peut générer ces 13, mais on ne peut pas générer le 14e avec ce modèle qui est entraîné sur ces données. Donc, entraînement se fait par les annotations qui existent déjà pour chaque mouvement. Il y a l'annotation qui est manuellement faite. Et on en a besoin, on s'entend mouvements par catégorie, par exemple, pour vous donner une idée, pour que ça marche. Même cela, ça n'existe pas. Maintenant, ça existe un peu plus, mais à l'époque, 2020, quand on faisait ce travail, il n'y avait pas vraiment de données annotées comme ça pour les catégories de mouvements. Ce qu'on a fait, d'aller vers les vidéos, on en a beaucoup des vidéos annotées. Donc, par exemple, ça vient d'un dataset, un jeu de données de Action Recognition pour les reconnaissances des actions à partir des vidéos. Et nous, ce qu'on a fait, c'est estimer le 3D avec vidéo comme entrée et ce moment en sortie. Et comme vous voyez, c'est pas très correct. Il y a pas mal de bruit. Mais c'est suffisant pour nous de transférer le label, la notation, pour dire qu'on a
les données d'entraînement à utiliser. Et je vais vous montrer les résultats. Ils sont plus propres que les données initiales qu'on a utilisées pour entraîner le modèle. Donc, avant que j'explique comment ça marche, je voulais ouvrir une parenthèse pour dire c'est quoi Variational Autoencoders, donc la méthode qu'on a utilisée pour arriver à entraîner ça. D'abord, je veux définir autoencoder, comme dans le nom, c'est pour encoder le self, donc le soi-même. Et on a un encoder et un decoder, tout ça, c'est des réseaux de neurones, des multiplications, etc. C'est pas très important. C'est une fonction qui prend une donnée, ça peut être une image, et essaye de reconstruire la même image en passant par un petit bottleneck, donc une représentation en général plus petite que le données initial. Donc, comme dans les images, comme exemple, si on veut utiliser tel modèle pour une tâche générative, on ajoute une perte pendant l'entraînement, pas que le reconstruction loss, qui est comparer l'image initiale et la version reconstruite, mais aussi structurer le bottleneck pour qu'il vienne de la distribution gaussienne. Donc l'avantage, si on arrive à apprendre cet espace, au moment de test, on peut enlever le encoder et puis juste avec un bruit random qui vient de la distribution gaussienne, on peut utiliser juste le décodeur pour générer les images. Donc ça peut appliquer à les images, ça peut être les mouvements si le donné, le X, c'est des mouvements. Donc c'est ce qu'on fait, sauf que, comme j'ai dit, on veut contrôler la génération, donc ce n'est pas juste une génération aléatoire. On veut ajouter le contrôle. Ah, je ne vois pas le même slide que... Voilà. Donc le contrôle, on ajoute comme une entrée en plus. Dans ce cas-là, le Y, c'est sidekick, la catégorie 13. On l'ajoute à l'encodeur et le décodeur, tous les deux. Comme ça, en test time, on peut enlever l'encodeur et puis ce sont des deux entrées. En réalité, on a des entrées aussi pour la durée. On définit combien de secondes on veut générer le mouvement. Et c'est tout dans ce slide que je ne vais pas expliquer en détail. Mais ce qui se passe, c'est comme le Y de slide d'avant, l'action de catégorie, c'est le input, l'entrée. On fait le mouvement qu'on a déjà comme l'entraînement, donc c'est réel. Et la version générée, c'est la sortie qu'on essaie d'être proche à l'entrée. Donc c'est la partie reconstruction. Et au milieu, on a la distribution gaussienne normale. Et comme j'avais dit, il y a la durée qu'on définit aussi comme entrée dans ce modèle-là. Voilà. Donc je vous montre quelques résultats qualitativement pour les catégories avec leurs noms que je vais lire en même temps. Pick-up, high knees running, punching and knee lifting, left stretching, dumbbell side bend, spinal stretching, front raising and jumping jacks. Donc voilà, donc les qualités, c'est pas le meilleur, mais donc, comme j'avais dit, le physique, c'est pas là. Les mains, ils sont pas capturés par le modèle. Mais le sémantique de mouvement, c'est plutôt pas mal. Donc, en termes de diversité, parce que comme j'ai dit, chaque fois, on peut prendre un autre bruit random, aléatoire de cette distribution. Chaque fois, en général, ça serait un peu plus différent. Donc, on regarde avec plusieurs bruits la diversité entre les générations. Donc, ça peut être standing toe touches. Et le premier, il le fait une fois. Le deuxième le fait 2 fois. Ça peut être les auteurs un peu différents chaque fois. Donc, ce sont les degrees of freedom. Donc, ce qui n'est pas défini par l'action, on peut bouger les autres parties du corps comme on veut. C'est pareil pour cette action sidekick. Ça peut être avec le gauche et le droit. On n'a pas défini.
Et ça peut être, les mains peuvent être un peu partout parce que ça ne fait pas partie de l'action. Donc ce qu'on peut faire pour générer plus de diversité, c'est de changer la durée. Je vous montre la même entrée avec plusieurs durées. Donc 40 frames, c'est à peu près 2 secondes. Et puis 100 frames, c'est à peu près 5 secondes. Et ce qu'on voit, c'est pas comme si c'était un timeline qui est stretched, mais ils le font tous en même temps et puis s'élèvent en différents points dans le temps. Je vous montre quelques limitations. Les parties qui ne marchent pas, on n'a pas vraiment passé beaucoup de temps. Le premier, c'est interpénétration. Donc, on n'a pas contrôlé, on n'a pas fait de perte pour dire qu'il ne faut pas que les mains entrent dans le corps. Donc, ça arrive. Donc, ce n'est pas réalistique. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Un autre cas, c'est ce que je vous montrais, head anti-clockwise circling. Donc, cette rotation de la tête. Merci. À gauche, c'est un mouvement réel qu'on a capturé à partir d'une vidéo. Bon, en fait, à droite, c'est un mouvement aussi qu'on a généré, mais ça ne bouge pas. Donc, parce que le modèle pense que c'est un bruit qu'il faut enlever. Comme les données, il vient de la vidéo qu'on a estimée en 3D, il y a les parties bruit, on veut enlever, mais la partie qui n'est pas bruit, dans ce cas-là, c'est un petit mouvement qu'on veut garder, mais c'est perdu, donc ça devient un mouvement qui ne bouge pas. Alors, ça, c'était des catégories, des actions. Et la première question, c'est comment aller au-delà des catégories. Donc, le deuxième travail que je vais montrer, c'est pour adresser celui-là. Donc, l'entrée, cette fois, c'est texte, Human Walking in a Circle Clockwise. Et on peut générer plusieurs versions de ce texte, plusieurs formes de cercle, par exemple, la vitesse. Donc, l'idée, c'est la même, mais juste l'entrée, c'est différent. Et ça veut dire que les données sont différentes aussi. Cette fois, on avait de la chance. Il y avait un autre groupe de recherche qui ont annoté les données. Donc, ils ont à peu près 4000 mouvements de motion capture. Donc, ce sont de mouvements de qualité. Mais 4000, 3000, c'est rien pour comparer à ce qui est entraîné avec les modèles OpenAI, Sora ou les DALL-E. C'est en général en termes des millions, billions. Milliards. Donc, mais le données, ça semble à ça. Donc, a person turns left, someone is moving in a circle. Ce sont des phrases qui commencent en général a person, a human, et puis performs, une action. Donc, même si ça semble à être comme un texte, c'est plutôt une action qu'on montre. En termes de modèle, c'est assez similaire à ce qu'on a fait, sauf que l'entrée, c'est pas juste l'action, le label Y qui était quantisé, donc discret. C'est du texte et on a aussi de la chance d'avoir les modèles des text encoders qui sont expressifs pour représenter une phrase avec un vecteur de fixe dimensionnalité. Cette fois, l'entrée, c'est comme a person walks 2 steps, turns around and walks another 2 steps. Puis la sortie, ça peut être dans ce cas-là un skeleton qui est un peu un skating, mais qui suit le texte. Donc, en termes de diversité, a person jumps forward, on peut générer plusieurs. À chaque fois, la distance, ça peut être différent, par exemple, de saute. Mais une limitation que je vous montre ici, je ne sais pas si vous pouvez dire quel mouvement, c'est le violon. Ouais, voilà. Donc, l'entrée, c'est plays the piano, mais la sortie, c'est plays du violon. Pourquoi ça? Parce que dans le jeu de données, qu'on a juste 3000, 4000 mouvements, le mot play, ça vient toujours avec le piano. Ça n'existe pas. Désolé, l'inverse. Le mot joue, ça vient avec toujours de violon. Donc, on n'a pas le piano dans le jeu de données. Donc, c'est quelque chose. Le modèle triche, en fait. Donc, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, surtout les objets qu'on n'a pas dans le données, parce que dans les studios, on ne capture pas les objets en général.
Donc ça, même si c'était un texte libre, on peut taper ce qu'on veut, c'est quand même limité parce qu'en général, il y a une seule action qui se passe. Donc c'est pour ça qu'on a passé à une 13e partie que j'ai déjà montrée, d'avoir les séquences des actions, toujours des textes, mais chaque texte a leur durée et on sait que ça vient un après l'autre. Donc c'est une compositionnalité en temporel. C'est pour ça qu'on dit compositional. Ah, je vous joue ça une deuxième fois parce que c'est très, très vite. Wave the right hand, kick with the left foot, catch an object, throw the object, lunges forward, stand, sit down, turn left and sit. Donc ce sont des entrées aléatoires. On n'a jamais vu cette combinaison dans le jeu de données. Le modèle, c'est pareil, sauf qu'on a ajouté le mouvement d'avant comme entrée pour que le modèle sache comment faire la transition. C'est un autre exemple. Wave left hand, raise right hand, step to the right, walk in a circle, sit down, stand up, hop over obstacle. Bon, vous avez compris l'idée. Donc ça, c'était compositionnalité temporelle. Pour les compositionnalités spatiales, donc les mouvements en même temps, on fait quelque chose un petit peu plus différent. Donc on veut générer 2 mouvements en même temps de texte. Ce qu'on pouvait faire si on avait déjà 2 mouvements, donc dans ce cas-là, les bras et le sitting, on pouvait dire manuellement, il faut prendre la partie haut du corps et la partie bas du corps et puis on les met ensemble. Ça pourrait être quelque chose qu'on pouvait faire manuellement. Ou bien on peut demander à ChatGPT en disant, si j'ai cette action squat down, lesquelles parties du corps sont intéressantes pour cette action? Ils nous disent les jambes. Donc avec ça, on peut automatiquement détecter que raise arms, c'est avec les bras, et stroll, c'est avec la partie bas du corps, et puis on peut les mettre ensemble. Dans ce cas-là, ce sont des données réelles, mais on peut faire ça pour les données synthétiques aussi. Donc, c'est une manière de générer les données d'entraînement pour notre cas. Et ce sont quelques résultats pour move left leg in circles, spin arms backwards, sit down, drink, answer phone, sit down, kneel down, tie shoelace. Donc, le dernier, c'est la timeline que j'avais montrée au début. Donc, l'entrée, c'est walking in a circle clockwise. À ce moment-là, commence à waving the right hand, jump, walking backwards. Applause, c'est quelque chose qui ne marche pas du tout. C'est aussi un mouvement assez fine-grained, donc un petit moment. Voilà, vous avez vu l'idée. Donc juste pour montrer les 4 différentes entrées qu'on a déjà faites, ce sont pour améliorer l'interface pour les utilisateurs en faisant tout ça en même temps. Je ne sais pas si j'ai le temps parce que, et comme on a déjà parlé un petit peu le modèle diffusion, mais cette partie-là, le dernier travail que j'ai montré, ça marche avec les modèles diffusion au lieu de Variational Autoencoder qui est devenu un petit peu plus populaire, qui a le principe ajouter le bruit et puis essayer d'apprendre comment enlever le bruit pour générer les données. Donc je vais passer cette partie et vous montrer un exemple. Bow head, raise both arms in the air. Touches back of head, turn left, et puis pick something with the right hand. Voilà. Donc, la dernière partie, c'était la recherche que j'ai montré au début aussi. Là, on essaie de trouver une représentation entre le texte et le mouvement qui sont en commun. Donc, c'est le même principe que Clip, qu'on en a déjà parlé, pour les images et le texte, pour améliorer les recherches. On fait la même chose pour l'entraînement. Donc, a person begins to walk forward up the stairs. C'est le premier mouvement qu'on récupère, même si l'annotation en bas, qui n'est pas la même, on arrive à trouver les mouvements qui sont sémantiquement similaires.
un autre exemple pour pitching a ball. On trouve tous les mouvements dans le database qui correspondent à ce mouvement. On peut l'utiliser pour localiser. Si on cherche backflip dans une séquence longue, c'est le moment qui est colorisé où on trouve ce moment qui ne dure pas très longtemps. Donc c'est pareil pour Pivot Body 180 degrees. C'était le moment qui était devenu vert. Je ne sais pas pourquoi le gauche ne bougeait pas. Voilà, donc j'ai déjà passé le temps. Donc je vous montre les questions qu'il faut peut-être on va discuter. C'est les données qu'il faut avoir pour améliorer ces résultats. Les moments étaient toujours en isolation. Il faut avoir les objets, les interactions avec les autres personnes. Et puis, il y a aussi une partie qu'on ne peut jamais peut-être générer avec le texte. Donc, il faut avoir les autres contrôles pour améliorer l'interaction. Donc, avec ça, je vous remercie, et le doctorant Mathis Nikos et le co-encadrant Michael. Merci.